le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Alors vous êtes bien sur RBS 91.9 que l'on peut entendre dans Strasbourg et dans les environs de Strasbourg. Alors vous écoutez en ce dimanche les rendez-vous du monde de la caresse. Et je crois qu'il ne vous aura pas échappé que la principale information du jour, c'est le second tour des élections législatives. Alors je ne vais pas sauter sur l'occasion pour vous dire pour qui ou pourquoi voter, ça c'est une affaire entre vous et vous, mais un simple rappel du nom de notre association et des valeurs qu'elle défend saura signifier les principes que nous défendons et que nous défendrons toujours en tant qu'association. La CARES, c'est la coordination des associations de résidents étrangers de Strasbourg. Alors, nous défendons avant tout l'interculturalité et la multiculturalité qui sont à la fois le respect et la promotion de la culture de chacun et de chacune. Il s'agit de faire en sorte que chaque culture puisse nourrir les autres. En bref, on cherche à construire des ponts plutôt que d'élever des murailles. Il est si facile de croire que ce que l'on voit d'une meurtrière, c'est la réalité tout entière, et se dire, dans une posture figée, minéralisée, que les groupes qui arrivent sont des envahisseurs. Étroitesse de vision, étroitesse d'esprit, celles et ceux qui arrivent sont surtout des êtres humains, avec des rêves, des espoirs, une énergie, et qui sont à la fois moteurs de progrès et richesses qui engendrent découverte et compréhension. Il est notable que les cités, les voyageurs et même les plus grands empires ont entamé leur déclin à partir du moment où ils ont construit des murs. L'empereur Adrien a voulu ériger des murailles et des fortins au nord de la Bretagne. Il a aussi fait ériger le Limès, une nouvelle muraille qui fortifie de la mer du Nord à l'estuaire du Danube. Par ce geste, ils ont clos ce mouvement d'expansion et de Pax Romana durement imposé, certes, mais ils n'ont fait que voir leur puissance et leur économie décliner après ça. Famine, fuite des populations, les Romains se sont fermés aux autres et n'ont pas su évoluer pour s'adapter à ce monde nouveau. Il en a été de même en Chine, où la construction de la Grande Muraille a provoqué de telles dissidences dans les peuples que les dynasties qui ont suivi étaient mongoles. Je pourrais citer mille et un exemples où le repli sur soi, sur ses traditions, a été le début de la fin. En fait, je ne connais pas dans l'histoire de moment où le fait de fortifier ses frontières et de vivre dans le plus parfait respect de ses traditions ait permis le développement d'une société, d'un peuple, dans de bonnes conditions, permettant à chaque personne de s'émanciper et de vivre au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Bien au contraire, c'est le débat, la confrontation des idées, l'apport et l'acceptation d'idées autres, différentes, nouvelles, qui a permis aux sociétés de progresser. On parle souvent de la Renaissance, comme la période de la sortie d'un Moyen-Âge obscurantiste et régressif, chose totalement discutable. Mais il est vrai toutefois que c'est une période qui a vu le domaine des sciences et du savoir progresser de manière exponentielle. On sait malheureusement trop peu que ces énormes progrès ont été rendus possibles par l'introduction en Occident de l'algèbre arabe, que des découvertes en optique, en médecine, en chimie, venues des royaumes et califats musulmans, ont permis ces explosions du savoir et de la science de cette période. Et qui sont souvent à l'origine de notre mode et c'est l'explosion des sciences de cette époque qui sont à l'origine de notre mode de vie, qui a ses limites, certes, mais qui est aussi bien meilleur pour ses citoyens que les siècles précédents. Aussi, ce monde, si imparfait qu'il soit, ne pourra s'améliorer que si on s'ouvre à l'altérité, à ces autres individus, ces autres manières de voir et de comprendre le monde. Même si ces dernières peuvent nous sembler étranges au premier abord. Une étrangeté fraternelle, sororielle, qui ne manquera pas de devenir familière pour que nous puissions tous en tirer le meilleur. Comprendre ce qu'il y a de mieux dans chaque culture, chaque tradition, pour progresser et comprendre. Ce monde qui évolue et qui change tout le temps sera beaucoup plus compréhensible pour nous. Pour continuer à en faire partie, il faut continuer à exister tout simplement. De nombreux problèmes subsistent, de nombreux obstacles surgissent, et parmi ces derniers, les préjugés, le rejet de l'autre, qui font que l'on voit l'étranger que comme un envahisseur, comme un obstacle, comme un ogre prêt à dévorer nos vies, à détruire nos âmes.
Je vous avais promis, chers auditeurs et chères auditrices, de continuer à diffuser des entretiens pour mettre à mal ces idées néfastes et sources de discrimination. Alors encore une fois, nous ne sommes pas des indigènes victimes d'envahisseurs. On ne cherche pas à venir en France pour piller nos terres, comme l'ont fait les barbares. Les êtres humains migrent pour trouver la paix, pour se donner un avenir, pour s'enrichir au contact des autres. Je dois vous avouer quelque chose, à vous qui tendez l'oreille à ce que je dis. Je croyais en commençant ces entretiens entendre des histoires dramatiques qui suscitent la colère. Des drames, des obstacles, des difficultés, il y en a. Des coups de chaud, des coups de colère et du désenchantement, il y en a aussi. Mais ce que j'ai entendu, ce qui domine dans tous ces discours, c'est que, envers et contre tout, il y a de l'affection, de l'amitié entre les gens. Il y a un amour réel pour le pays, pour ce pays où, malgré les galères et quelques coups de fouet, l'espoir et la vie restent possibles. Et ça reste le meilleur remède contre la haine, contre le rejet et toutes ces pulsions morbides qui touchent celles et ceux qui sont hantés par la puissance d'un fantasme de pureté et de perfection. Pureté et perfection qui ne peuvent exister. Nous ne sommes ni purs ni parfaits, et c'est bien, sans quoi nous ne pourrions progresser. Le cristal est parfait dans une société minérale figée. Imprimé le moindre mouvement, il se brise. Avant d'entamer ces entretiens, je vous propose déjà une petite pause musicale et je vous donne à entendre une chanson de La Tordue, Où va-t-on, papa? Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Après cette balade insolite, je vous propose d'écouter le témoignage de Halima, qui va nous raconter, comme tous les témoignages qui vont suivre, comment s'est passée son arrivée en France. Alors nous allons écouter tout de suite le témoignage de Halima. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Halima, j'ai 40 ans. Actuellement, je travaille en tant que travailleuse sociale. On va dire, me présenter ce que j'apprécie faire. Alors, j'apprécie militer sur deux aspects, sur tout ce qui est lié au féminisme et au racisme, deux choses qui m'impactent et donc auxquelles j'ai envie de faire progresser les choses. Voilà. D'où est-ce que tu es originaire? Alors, je suis originaire d'Algérie. D'accord, de quelle région? El Oued-Souf, c'est une région au bord du désert en fait. Et du coup, quelles sont les raisons qui t'ont amené à venir en France et en quelle année? Alors, les raisons, plutôt raisons familiales. Moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 9 ans. Du coup, c'était plutôt un choix de mes parents en fait, c'est pas mon propre choix. Ce qu'il faut savoir, c'est mon père était là depuis les années 60 et c'est on va dire l'immigration économique. L'immigration économique, c'est on va un peu reposer le cadre parce que mon père n'est pas venu. C'est la France qui a conventionné avec le traité d'Évian une main-d'œuvre à l'Algérie pour sa libération. Et donc mon père a été dans ces personnes-là qu'on a envoyées en France pour travailler. Après, ce qui s'est passé, c'est que quand il s'est marié avec ma mère et tout, ma mère, il y avait encore la prise en charge familiale des grands-mères là-bas sur place. Et ma mère est arrivée en France du coup avec nous une fois que nos grands-mères maternelles, paternelles sont mortes en fait. Et donc voilà, ma mère est venue pour rejoindre mon père avec les enfants ici. D'accord. Et en quelle année? C'est en 92. 1992, d'accord. Donc tu as 19 ans. Et donc quelles ont été les étapes et les épreuves que tu as rencontrées pour pouvoir je vais dire t'établir en France, mais même, on va parler d'insertion ou je ne sais pas quel mot utiliser exactement. Alors, je dirais déjà la langue en fait. Et bien que j'étais jeune, l'apprentissage de la langue est toujours un peu un moment difficile, surtout que moi j'étais quelqu'un de très timide. Et du coup, la socialisation, je n'étais pas une fille qui allait vers les autres et tout. Du coup, j'avais pas peur de me lancer dans la langue. J'ai longtemps été un peu introvertie. J'avais des gênes à parler avec les individus. Et du coup, quand on ne maîtrise pas la langue,
ça n'aide pas en fait à aller vers les autres, même en tant qu'enfant. Hein. Voilà, on peut dire pour un adulte, moi je peux comprendre un adulte, mais pour un enfant, c'est aussi difficile. Après, ce qui est difficile, je dirais, il y a certaines choses qui n'ont pas changé. Hein. Ça peut être toujours difficile. Hein. L'intégration, moi j'ai l'impression de me sentir française, mais parfois on peut m'envoyer, je ne suis pas française en fait. C'est mon nom, mon prénom, ça passe aussi parfois l'emploi. Vraiment, l'emploi, je me questionne sur le fait que certains postes, je n'arrive pas à accéder. Et ça, pour ma part, ayant étudié la sociologie, les rapports sociaux, j'ai clairement un avis qu'il y a de la discrimination derrière. Et du coup, comment est-ce que tu as été accueilli par les autochtones, les indigènes de la République française? Alors, accueilli dans mon enfance, je dirais que en classe, et à part certaines moqueries aujourd'hui que je me dis, voilà, tu sais pas parler, oh, elle comprend pas, nanani, voilà, c'est des enfants en fait, et c'est comment ils peuvent être. Mais après, si je peux dire, il y a une chose qui me choque vraiment et que je garde jusqu'à aujourd'hui, c'est une expérience en fait, quand j'étais encore en fait enfant, ça faisait pas longtemps et tout, ça faisait 1 an, 2 ans, j'ai commencé à faire le ramadan. Et c'était la période de Noël à cette époque, le ramadan, et j'ai une maîtresse qui... on a fait des gâteaux et on se donnait des gâteaux en fait dans la classe, et la maîtresse distribuait les gâteaux pour les élèves. Et moi, elle a vu qu'en fait je mangeais pas les gâteaux et je les mettais dans une serviette. Et elle me dit pourquoi? Et je lui dis que je fais le ramadan. Et après je suis encore choquée. Elle prend mes gâteaux et elle me dit si tu le manges pas, tu le sauras pas en fait. Alors que moi j'allais les manger mais un peu plus tard. Et ça me renvoie à... Mais je n'arrivais pas en tant qu'enfant, je me suis juste dit, c'est la maîtresse, j'allais pas lui dire non madame, je veux mes gâteaux, vous avez pas le droit de le prendre et tout. Mais voilà, ça c'est une expérience que je garde encore jusqu'à maintenant, parce que ça m'a vraiment marqué en fait. Qu'on prend un enfant, moi-même un adulte, parce qu'il ne peut pas le manger maintenant, un gâteau en fait. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as le sentiment d'avoir pleinement ta place dans notre société? Moi en tout cas, je me sens française à part entière. Après, que personne d'autre me renvoie que je ne suis pas française, ça leur appartient à eux. Mais moi, j'ai plus d'attache avec l'Algérie en fait. Et la dernière fois que je suis allée en Algérie, c'était en fin 2019, pour une semaine. Alors, je peux pas dire que je me sens algérienne plus que ça, quoi. Du coup, je me sens entièrement française, moi. Je vote ici. Je vote même pas pour les trucs algériennes parce que je sais même pas, je connais pas la politique algérienne et tout, même si j'ai la double nationalité. Et je milite ici, j'essaye d'améliorer mon cadre de vie ici, le cadre des personnes avec qui j'ai une interaction ici, la société française. Et donc, oui, je me sens entièrement française. Est-ce que tu peux nous raconter une belle rencontre que tu as faite avec une personne ou des groupes de personnes? Là, je vais parler en fait de la rencontre au CMEA, la rencontre avec toi, Eric, avec Louise, avec Mélanie, avec Sébastien, avec Thomas, Elisa. Ça a été des personnes bénéfiques à mon évolution personnelle et professionnelle et ma position politique et tout. Et donc voilà, ça c'est... j'ai appris plein de choses à échanger avec vous, à passer du temps avec vous, quoi. Et un exemple, tu nous as déjà donné un exemple de mauvaise expérience, mais on peut peut-être imaginer un exemple de mauvaise expérience un peu plus récent. Alors, je dirais que c'est pas question qu'il y a moins de mauvaises expériences récentes, mais peut-être aujourd'hui, elles m'impactent plus de la même manière, tu vois. C'est soit je réponds, soit tu vois, du coup, je me laisse pas faire et je remets la personne à sa place, soit je ne permets pas à la personne et du coup, je me casse, du coup, je pars, je bouge, ça m'intéresse pas ce que vous allez dire. Mais du coup, voilà, mais ça veut pas dire que je rencontre moins ou qui sont moins forts que d'autres, mais c'est une des choses que peut-être qui peut la dernière fois que j'ai eu avec une collègue de travail,
on a échangé sur un sujet, le terrorisme et tout, et on parlait, moi je vous disais, on parlait d'une expérience d'une personne que j'ai rencontrée, des profs à la fac qui nous a fait rencontrer, que le mec, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui s'est pris 7 ans de prison à Guantanamo. Et jusqu'à aujourd'hui, il est on va dire, on n'a ni effacé le fait qu'il y ait truc, ni condamné. Donc, moi je pars du principe, quelqu'un qui, jusqu'à preuve de contraire, s'il n'a pas été jugé, il est innocent, quoi. Et là, ma collègue, elle se met truc et tout, elle dit, ah, mais comment ça? D'accord, t'es d'accord alors qu'il y a des gens qui font des actes terroristes? J'étais là, je me suis mis... En fait, t'as pas compris ce que je suis en train de dire, en fait. Et j'ai jamais dit que j'étais d'accord, j'étais truc et tout. J'essaie de te dire que cette personne, si on ne l'a pas jugé jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'avait pas de choses. Du coup, pourquoi encore il est fiché S? C'est pour ton truc que sinon, si on a des preuves, on le juge et on le condamne. Mais ce mec n'a pas été condamné. Et du coup, pour moi, quelqu'un qui n'est pas condamné est innocent. Tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, il est innocent, en fait. C'est pas moi qui l'invente, c'est le droit, ce qui normalement doit être fait pour toute personne en France. Et elle commence, ouais, mais c'est quoi ça? Ces personnes, s'ils n'acceptent pas d'être en France, ils ont qu'à partir. Elle a commencé à avoir un discours comme ça. Tu sais quoi, je suis sortie, je l'ai laissée parler en fait. Et je me suis dit, mais non, mais elle est tarée en fait. Moi, je peux pas parler avec une personne pareille. C'est soit je lui dis, écoute, c'est un discours discriminant, un discours raciste, personnellement. Et du coup, c'est le boulot. J'avais pas envie de rentrer en discussion avec elle. C'est là, je choisis juste de me dire, mais je parle pas avec les idiots. Parce que quand tu te mets à parler des idiots, en fait, tu essayes de... C'est comme tu essayes de faire parler à un mur, en fait. Et tu comprends pas, il t'écoute pas. Du coup, je préfère me protéger, me dire que je parle pas aux idiots. Mais tu travailles dans le social et du coup, c'était une collègue qui travaille aussi dans le social? Oui, elle est dans le métier du social aussi, oui. C'est quelqu'un qui est censé vraiment avoir une conscience des difficultés qu'on a, difficultés d'intégration et tout ça. Non, elle n'a pas de difficulté. Il y a une autre expérience de cette collègue, elle a dit auprès de notre collègue, pas de moi. C'est une famille qui vient d'émigrer récemment. Et la petite, elle a 3 ans, elle ne sait pas parler français en fait. Elle vient d'arriver, quoi. Et la petite, du coup, comme elle ne sait pas communiquer, elle crie parfois, elle pleure beaucoup et tout. Et elle vient devant des collègues, une des collègues qui m'a rapporté ça, elle me dit, ouais, non mais franchement cette petite, moi j'en peux plus, je vais dire aux parents qu'on l'accepte plus au centre, et après, franchement, je vais signaler à l'assistante sociale qu'il y a quand même, il y a peut-être de la maltraitance ou de la négligence. Ma collègue était choquée parce qu'elle m'a dit, ma collègue était secrétaire, elle m'a dit, moi je me connais pas tout ça et tout, et j'étais là, mais... Pourquoi elle raconte ça et tout Non, mais de toute façon, après, elle dit, ces gens-là qui veulent venir ici, avoir un meilleur avenir et tout en France, ils ont qu'à apprendre à parler la langue déjà. Voilà, ça c'est des expériences de gens qui peuvent travailler dans le social, tu vois. Oui. Et de leur façon de penser, alors ça me... Je te laisse deviner comment je peux penser qu'elle vote quoi, cette personne, moi. Oui. Oui. Voilà, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, en tout cas, merci pour l'émission que tu fais. Tu poses un peu un autre cadre, une autre expérience de vie des personnes qui émigrent, et que je trouve que il n'y en a pas assez, parce que le discours aujourd'hui de discriminer et de parler mal des personnes qui émigrent vers la France et tout, sans vraiment voir que ces personnes-là cherchent souvent davantage à s'intégrer, premièrement. Deuxièmement, cherchent juste un meilleur avenir, et tout être humain a le droit de chercher un meilleur avenir ailleurs, en fait. Je trouve que c'est... Même des fois, tout simplement, de chercher un avenir. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. Ce qui me renvoie un peu à l'idée un peu de dire, ouais, mais de plus en plus, on veut plus que personne immigre et tout. Et moi, j'ai envie de dire que on a tendance à oublier aujourd'hui l'immigration qu'il y a en France. C'est pas une immigration économique, mais c'est davantage une immigration liée à la Convention de Genève, en fait. Et il y a une protection des personnes qui fuient peut-être une guerre, qui fuient la maltraitance dans leur pays. Et donc, c'est toute autre immigration. Là. Ça veut dire qu'on refuse même à des personnes de vouloir survivre, de fuir pour survivre, en fait. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent, en fait. D'accord. Bien, merci.
15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Alors, vous venez d'entendre la chanson Loin d'ici du groupe Au Petit Bonheur, dont le chanteur, compositeur, interprète principal est lui-même d'origine algérienne et qui donne souvent à entendre toute la beauté de la double culture dans ces balades qui incitent à la rencontre. Alors le groupe est connu vraiment pour une grosse chanson que vous connaissez certainement tous, c'est Je veux du soleil, mais tous les albums, toutes les chansons sont d'une extraordinaire poésie et sont vraiment à entendre. Et du coup, c'est une autre rencontre dont vous allez être le témoin, celle que j'ai faite avec un jeune homme d'origine algérienne que j'ai rencontré au parc de la Citadelle et qui, malgré les obstacles, continue d'avancer et de se construire un avenir. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, bonjour, je suis un jeune Algérien qui est venu ici en France il y a presque 4 ans. Je suis venu ici en 2019, car pour moi, j'étais français et je suis venu ici pour améliorer ma vie, pour continuer ma vie ici. J'ai décidé de venir ici parce que j'ai beaucoup de famille ici et tout, et pour continuer aussi mes études. Et après, dès que je suis venu ici, j'ai trouvé plein de difficultés. Et jusqu'à maintenant, j'ai ces difficultés-là et j'essaie de trouver des solutions, quoi. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à votre arrivée en France ? À mon arrivée, moi, je suis un cas un peu particulier parce que moi, j'étais français et ils m'enlevaient ma nationalité, comme on dit, à cause des fautes dans les noms de mes grands-pères et ma grand-mère. Ils m'ont enlevé la nationalité à cause des fautes. Et par rapport à ça, j'arrive pas ni à refaire mon passeport algérien qui est périmé, ni refaire mon passeport français. Et aussi, je peux ni travailler, ni faire du sport, car moi j'étais un joueur pro en Algérie. Et quand je suis venu ici, je voulais continuer dans le foot en fait, parce que j'avais un rêve comme tous les jeunes. Et après, dès que je suis venu ici, j'ai trouvé ces problèmes-là et tout d'un coup, j'ai trouvé un mur devant moi et j'étais déprimé. Et pendant 2 ans, je sortais même pas de la maison. Et à cause de ça, j'ai grossi, je voulais même pas sortir faire du sport et tout. Et même travailler, j'arrive même pas à travailler. S'il n'y avait pas ma tante et ma soeur, je sais pas, peut-être que je dors dehors, peut-être que je mange même pas. Et toujours, j'essaye de faire des solutions et tout pour ma vie. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun signe. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui l'ignorent, comment ça se fait que, étant né en Algérie, vous avez la nationalité française ? C'est par rapport à mon grand-père qui est français. C'est par alliance. Parce que moi, j'ai presque 13 et 12 tantes qui sont français, qui sont nées ici. Il y a ma mère qui est née en Algérie, mais elle s'est mariée en Algérie. Il n'y a que ma mère qui est née en Algérie, mariée en Algérie. Et par rapport à mon grand-père, on a eu la nationalité française, à cause de notre mère aussi, par rapport à notre mère. Du coup, dans votre famille, ça veut dire que c'est vous le seul qui avait ce problème-là, ou d'autres l'ont eu là aussi ? Que ma mère et moi et mes 2 sœurs. On est 4 et dès que ma mère elle a eu, parce que moi quand j'ai fait mon premier passeport c'était avec ma mère, parce que j'ai fait la demande avec ma mère parce que j'étais mineur. Mais mes 2 sœurs, parce qu'ils étaient majeurs, ils ont fait. Mais eux aussi, ils ont eu le même problème. On a eu tous le même problème. D'accord. Et du coup, comment ça se fait que l'administration française n'a pas accepté les papiers de l'administration algérienne ? En fait, l'administration française, elle demande des papiers fournis par le juge algérien, mais ce papier-là, on peut pas le faire en Algérie. C'est le procureur qui le fait. Et alors on n'a pas trouvé de solution parce que ce papier-là, l'administration française, elle demande ce papier-là le juge et le juge il dit non, c'est le procureur. Et alors on a trouvé des problèmes. On a fourni on a prouvé que c'est vraiment notre grand-père, c'est vraiment la même personne, parce que en Algérie, le nom de notre grand-mère par exemple, ça s'écrit avec un, je sais pas, avec comment on dit, un DJ. Ici ça s'écrit avec un J.
En Algérie, ils ont dit non, c'est pas la même personne, on a eu des problèmes et tout. Et à cause de ça, il y a toujours le problème entre les deux, quoi. Apparemment, il y a peut-être aussi un problème de mauvaise foi de l'administration française, j'ai l'impression, non? Ça, je sais pas énormément, mais C'est mon interprétation, effectivement. ça, je sais pas énormément. Mais moi, pour moi, quand je vois ça, je dis pourquoi c'est parce que normalement j'ai le droit total de vivre comme tous les jeunes, quoi. Que je suis venu avec un but parce que je suis français. Je suis français et je sais pas. Vraiment. Et du coup, comment ça se passe pour vous maintenant en France? Là maintenant ça va, je suis à l'université, ça va. Je fais des études là-bas et tout. Et j'espère de réussir. Parce que c'est le seul truc qui me reste. C'est qui me reste, comment on dit, qui me donne l'envie encore de vivre, quoi. Parce que, parce que moi, avant que je m'inscris et tout, je sors même pas de la chambre. Je sors même pas de ma chambre. J'ai resté 2 ans, 3 ans dans ma chambre. Je sors même pas. Avant, j'étais quelqu'un qui sort tous les jours, qui reste même pas à la maison une seule seconde. Je fais toujours du sport. Je reste même pas à la maison. Et là, depuis un an presque, je sors mais un peu. J'ai fait un peu des amis et tout. Je sors les week-ends. Je fais ça avec des amis. Je rencontre des amis et tout. Et ça va. Maintenant, ça s'améliore. Je fais du sport. Maintenant, j'ai repris un peu le sport. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai encore un autre problème, c'est le foot. Aussi, ici, les clubs ici en Alsace, on peut dire. Comme on dit ici aussi, il y a les clubs de foot ici, que, comme j'ai dit en premier, que j'étais un joueur pro. Et ici, les clubs, quand je veux faire un test ou quoi, ils me font les tests. Des fois, il y a des clubs qui me disent, ouais, quand je dis que j'ai un problème dans les papiers et tout, il y a des clubs qui me disent, ouais, laisse tes coordonnées, on va t'appeler et tout. Il n'y a personne qui m'a appelé, il n'y a personne qui m'a aidé et c'est à cause de ça aussi que j'ai un peu déprimé parce que moi je suis venu aussi ici avec le but de continuer le foot parce que c'était un rêve pour moi dès que j'étais petit et même quand j'étais en Algérie il y avait une fois qu'il y avait le ministre dans ma ville, le ministre de comment on dit, le ministre de Sport. non pas du sport, pas des études, le ministre d'études, comment on dit ici, L'éducation. d'éducation, il était dans ma ville. Et, j'étais en primaire, il y avait une présentation, chacun ce qu'il veut être quand il sera grand, donc il fait son travail d'après. Et moi j'étais petit, je me souviens très bien, je me suis présenté comme un joueur de foot. Et je me souviens toujours de la phrase, c'était moi quand je serai grand, j'aimerais bien être un grand footballeur comme Zinedine Zidane. C'était toujours mon rêve, mais après, j'ai encore 24 ans, je vais essayer toujours de continuer le foot, même si je sais pas, je vais voir et je vais trouver des solutions. Je vais pas m'arrêter ici. J'étais déprimé pendant 2 ans, mais là je vais essayer de tout reprendre, quoi. Du coup, vous avez dit pendant 2 ans vous n'êtes pas sorti de votre chambre. Est-ce que c'était aussi par peur par peur des contrôles, par peur de se faire attraper? Ouais, aussi. En fait, c'est un peu bizarre. T'es français et t'as peur de sortir. En fait, c'est un peu, je sais pas. Moi, je suis quelqu'un un peu timide, que j'aime pas les problèmes. J'ai jamais été interpellé par la police ici ou en Algérie. Je suis quelqu'un sportif. Je fais rien. Je suis quelqu'un gentil. Je fais, en fait, pendant ces 2 ans, j'ai eu la peur j'étais déprimé. Et j'ai la peur aussi de sortir à cause des contrôles. Je dis peut-être qu'ils vont m'interpeller, peut-être qu'il y a. Mais au fond, je suis français. C'est un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu bizarre. Après, ce serait peut-être ma dernière question, parce qu'on dit souvent que les étrangers, ils profitent des aides d'aide, ils ont trop d'argent et compagnie. Quelles sont les aides que vous avez? Est-ce que vous avez vraiment trop d'argent ou pas? J'ai jamais eu d'aide de l'État depuis que je suis là, depuis 4 ans. C'est ma tante qui m'aide, c'est ma soeur qui m'aide. Je travaille pas, ni parce que moi je suis pas quelqu'un qui veut travailler hors la loi, quoi. Mais
s'il n'y avait pas ma tante qui m'aide, s'il n'y avait pas ma soeur qui m'aide, je sais pas. J'ai jamais eu d'aide de l'État. Et vous pouvez même voir avec eux, j'ai même pas. Peut-être j'ai un seul aide de l'État, c'est le- comment on l'appelle? C'est la carte de soins. C'est la carte de soins. L'ARE? Je sais pas comment on l'appelle. L'AME? L'AME, ouais, c'est l'aide médicale. C'est le seul truc que je l'ai eu de l'État. Mais des aides financièrement, de l'argent et tout, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais cherché, mais j'ai jamais cherché de faire ça. Bon, donc du coup, on a quand même cassé un préjugé, quoi. Donc, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez encore, qu'est-ce que vous aimeriez encore dire à nos auditeurs et nos auditrices sur la place des étrangers en France et puis à Strasbourg aussi? Peut-être un conseil si jamais il y en a qui nous écoutent et qui sont en difficulté? Ben, lâchez rien, restez dans votre but, vos rêves. Que je sais, c'est difficile parce que, comme on dit, personne ne sent ressent ce que tu as à l'intérieur que toi, mais en fait, il faut rien lâcher. Il faut toujours essayer toutes les solutions et si tu as un rêve dans ta tête, il faut jamais lâcher, quoi. Et c'est ça. Est-ce que vous avez quand même trouvé des gens dans votre parcours qui vous ont aidé? Dans mon parcours, ben, que de la famille. Que de la famille, parce que de la famille, comme j'ai dit, il y a aussi mon beau-frère, comme on dit, le mari de ma soeur, qui m'a beaucoup aidé aussi parce que des fois je reste chez lui et tout, et il est toujours souriant vers moi, je le trouve comme un grand frère, quoi. J'ai pas de frère, mais je le trouve comme un grand frère, et ça arrive pas beaucoup parce qu'il y a des étrangers qui viennent de partout. Et toujours ils te disent ouais je peux pas aller chez la famille, je dois trouver une maison et tout, je dois trouver ça. Mais lui il était comme mon frère, il me dit non tu vas pas rester dehors, tu vas pas comme un grand frère quoi. Et si j'étais comment dire ému de ça et je le remercie beaucoup de m'aider aussi. D'accord. Bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Ouais. Ben, merci beaucoup et merci beaucoup pour votre invitation. Et bonne chance à vous aussi. Merci. Merci. « 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Une question posée par Tiken Jaffa Koli et le groupe Zebda. Une question fort pertinente en soi. Alors certaines personnes argueront que le danger de l'étranger et ces personnes-là dissimuleront leur haine, leur peur par des mensonges grossièrement soutenus par l'ignorance et le mépris. Alors nos deux interlocutrices suivantes ne sont ni ignorantes ni méprisantes. Je les ai rencontrées à la fac et je vais les laisser se présenter elles-mêmes. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, je suis étudiante à Strasbourg et j'ai 27 ans. Du coup, également, moi, je suis étudiante et là, je suis étudiante en master à Strasbourg. D'accord. D'où êtes-vous originaire? Moi, je viens de Turquie. Moi, je viens de Mongolie. Et quelles sont les raisons qui vous ont amené en France, du coup? Moi, je suis venue pour faire des études et j'avais déjà fait ma licence en Turquie, mais je suis venue en France pour faire le master, mais je connaissais pas qu'un seul mot français, donc j'ai dû suivre les cours de français et j'ai appris le français dans 2 ans et après j'ai commencé à faire mon master. Du coup, c'est pareil, après ma licence dans mon pays, j'ai souhaité de continuer mes études à l'étranger et du coup, j'ai choisi la France. Du coup, pourquoi la France? Alors, pourquoi la France? En vrai, au niveau de l'éducation, c'est un peu moins compliqué que les autres pays. Tout au début, je voulais aller en Espagne, franchement. Mais quand j'ai vérifié les frais
de l'éducation. Ça coûtait un peu plus cher qu'ici. En plus, là, ici, en fait, pour les conditions pour les étudiants, c'est mieux. Il y a plus de... par exemple, tout simplement, un resto universitaire et on peut manger tout simplement à 2 euros, 3 euros. Mais en Espagne, ces genres de trucs, genre pour les étudiants, c'est compliqué. Donc c'est pour ça un petit peu j'ai choisi France. Sinon, j'étais dans mon pays, j'étais jamais partie à l'étranger. Je connaissais pas beaucoup de choses sur les autres pays. Mais j'ai choisi la France parce qu'il y avait les meilleures conditions pour les étudiants. Du coup, mon cas, c'est un peu différent. J'ai vraiment pas pensé de la France. J'ai pas pensé à France. Et à la base, je voulais partir faire mes études aux États-Unis. Mais après, ça prend beaucoup de temps pour obtenir une bourse, tout ça. Et juste un oncle qui habite à Paris qui m'a proposé pourquoi tu pourrais pas venir en France. Du coup, je pensais ok, pourquoi pas, mais à l'époque, je parlais pas du tout français, j'ai jamais appris les français. Du coup, j'ai un peu hésité et j'ai demandé quand même un visa étudiante. Et ils m'ont accepté, ils m'ont donné un visa étudiante. Du coup, c'est pour ça que je suis venue en France. Mhm. Voilà. Et maintenant, quelles ont été les épreuves et les étapes que vous avez rencontrées pour vous établir en arrivant en France et pour y rester un peu? Je suis venue en fait avec le visa d'étudiant aussi. Du coup, les étapes, j'ai dû choisir la ville, les cours, j'en ai choisi et puis j'ai postulé. On m'a demandé plein de documents et je les ai fournis. Et je suis arrivée comme ça. Du coup, comment dire, si j'ai bien compris, comme civil, j'ai préparé tous les dossiers à demander par ambassade de France. Du coup, j'ai choisi mon école et mon cours de français et ma ville. Et du coup, c'était exactement pareil comme civil. Mmh. Du coup, j'ai une petite question subsidiaire. Qu'est-ce qui vous a... au niveau des difficultés que vous avez pu rencontrer, au niveau en arrivant en France, qu'est-ce qui était trop différent, que vous avez du mal à comprendre dans la façon de vivre en France, dans la façon de faire? Dans la façon de faire... En fait, ce qui était plus difficile, c'était d'apprendre le français parce que j'avais beaucoup de motivation et je pensais que je pourrais apprendre dans 1 an, mais j'ai pas pu. J'ai mis 2 ans pour apprendre le français. Et même après, je me sentais pas très à l'aise. Et le truc, c'est que en fait, quand on commence à vivre dans un autre pays, il y a une autre culture, il y a une façon de vivre. Et ça, même on m'a dit, dans la France, ça change dans le sud et dans le nord. Même dans le sud et dans le nord, ça change. Et je viens d'un autre pays, d'une autre culture. Et donc, c'est cette culture, en fait, la façon de manger, des choses tout simples. La façon de manger, la façon de politesse, plein de choses que je devais m'adapter et tout au début, comme j'avais besoin un peu de temps à m'adapter, je me sentais pas très intégrée, donc ça me faisait sentir un petit peu perdue et un petit peu pas chez moi, et donc c'était une grande difficulté pour moi. Des petits exemples de décalage par rapport à ce dont tu avais l'habitude? Des décalages au niveau culturel? Oui, en fait, par exemple, tout simplement, si on mange ensemble, chez moi, si on mangeait ensemble, c'était devant la télé, on mangeait ensemble et on mangeait genre dans 20 minutes, tout le monde est fini. Mais depuis que j'étais invitée chez les gens en France pour manger, on est sur la table pendant 2 heures et on parle de plein de sujets.
Et là, on parle de politique, on parle de l'histoire, on parle de... Oui, par rapport à mon pays, si je fais ces genres de conversations, je peux suivre facilement. Mais après, je ne connaissais pas plein de choses sur France parce que c'était la première fois que je venais. Et puis, je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais pas la politique et l'actualité non plus. Donc, je me sentais un petit peu décalée. Et chaque fois, quand j'étais dans un groupe d'amis et tout... Et même une fois, il y avait un ami qui m'avait dit bah, t'es super gentil et tout, mais t'es un petit peu décalé quand même. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et toi? Du coup, effectivement, comme CV, la langue était difficile à apprendre. Du coup, comment dire? Comme on ne parle pas français, on ne comprend pas tout. Du coup, par rapport à ça, on ne comprend pas du tout la culture. On n'arrive pas à parler comme je suis dans mon pays. Du coup, par rapport à, par exemple, la culture, on a une culture très familiale. Comment je peux expliquer? Par exemple, on peut demander à presque n'importe à qui, on peut parler avec n'importe qui. Mais en France, et on est un peu, comment dire, je sentir vraiment une société individualisée. C'est-à-dire, tout le monde qui fait un truc, il faut que tu respectes, mais c'est une manière différente un truc qui existe dans mon pays. C'est-à-dire, je ne peux pas dire exactement quoi, mais je sentir tout de suite un truc, une atmosphère un peu froid que plus. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que en Mongolie, les gens sont plus facilement disponibles, alors qu'en France, il faut attendre. Après, c'est peut-être par rapport à la ville où j'étais, parce que j'étais à Paris, du coup, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là-bas, et du coup, qui ne sont pas exactement, je ne sais pas, qui ne peuvent pas représenter vrai français peut-être, mais du coup, c'est un peu, comment dire, chaque personne qui parle différemment, chaque personne qui sont différentes, du coup, c'était difficile par rapport à ça, ouais. Et bon, et comment est-ce que vous avez été accueillis par les autochtones et enfin les indigènes de la République française? Alors, moi, en fait, ça dépend à chaque personne que j'ai rencontrée. Je me suis sentie en général la bienvenue, mais il y avait des moments que je me sentais pas très la bienvenue. Et ça dépendait tellement aux gens, leur façon de parler. Et puis, je comprenais un petit peu, je sentais un petit peu, mais ça dépend aux personnes parce qu'il y a les gens qui t'acceptent de suite, ils sont super gentils, mais il y en a qui sont pas. Mm-hmm. Par contre, une fois, j'ai commencé à parler français. Du coup, j'ai commencé à faire des amis avec des Français et j'ai commencé à comprendre toutes les gens qui étaient un peu méchants, je sais pas, ils n'étaient pas français. Et comment dire, du coup, j'ai commencé à faire des amis avec des Français. Là, je suis très très bien accueillie. Même, comment dire, j'avais beaucoup d'amis qui expliquent tous les détails, comment ça marche, toutes les cultures, pourquoi on est comme ça, il faut que tu apprennes ça. Du coup, comment dire, c'était vraiment un chouette moment où j'ai, comment dire, après être en France ou à apprendre la culture, tout ça. Du coup, je dirais après 1 an et demi. Mm-hmm. Est-ce que vous avez à l'heure actuelle le sentiment d'avoir votre place dans notre société? Moi, il y avait des moments, il y avait très peu de moments, je pense que je me sentais appartenir dans la société. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? En fait, j'ai beaucoup fréquenté beaucoup de Français et je travaillais avec des Français, j'avais beaucoup d'amis français, j'avais un petit copain français pendant 2 ans et je voulais m'incruster, donc je me suis incrustée, je me suis intégrée, je pense que je me suis bien intégrée, mais à partir d'un moment, je pense que j'ai voulu sortir. Et si vous voulez, je passe avec mes amis aussi qui sont étrangers, qui sont turcs ou les autres. J'en ai parlé avec une amie qui est turque aussi.
on s'est dit la même chose. On s'est dit qu'en fait, on voulait rentrer dans ces sociétés, dans un groupe d'amis français, tout simplement, où on voulait fréquenter beaucoup français, beaucoup plus français. Et on a commencé, on a réussi, en fait, on était dedans, ils étaient super sympas, ils nous ont bien accueillis. Mais après, je pense qu'il y a la façon de grandir, la culture qu'on était dedans. Je pense que ça nous a pas trop permis d'aller plus loin. Donc, comme on n'était pas né ici, si on était né ici, oui, ça serait un peu plus facile. Parce que si on avait commencé à faire les études plus tôt que master, hein, ça peut être plus facile, mais si on commence à faire les études supérieures, c'est un peu plus compliqué de s'intégrer dans la société, je trouve. Du coup, pour moi, oui, je sentir d'être à ma place en France. Après, c'est, un truc que j'ai bien compris en France, les moments où je commence à faire des amis, tout ça. Un truc qui est très très chouette, qui existe en France, c'est une liberté d'être soi-même. Parce qu'il y a un truc qui existe. Je sais pas, j'ai pas vraiment bien appris dans mon pays. C'est-à-dire, il y a toujours notre culture, ma culture est un peu respecter quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire tout ce que tu voulais dire, un truc un peu fermé. Je dirais un peu fermé. J'ai jamais pu être 100% moi-même. Et du coup, à un moment que j'ai bien compris, la France essaye de permettre à chacun d'être soi-même. Et on pourrait s'exprimer tout ce qu'on voulait dire, je sais pas, notre religion, tout ça. Donc, à un moment, j'ai bien compris ça et je sentais à ma place. Et, je commence à plutôt regarder mes valeurs, mes différences et, et même mes amis français qui apprécient énormément ces différences entre nous et moi. Donc là, les moments où je commence à sentir vraiment à ma place en France. Du coup, ouais. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que vous avez une expérience un peu différente toutes les deux, où toi tu as ce sentiment de pouvoir t'exprimer et d'être toi-même, et toi d'avoir une impression d'avoir abandonné un peu de toi. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu disais. Oui, c'est ça en fait. Mais en fait, c'est pas à cause des gens qui vivent ici que ça peut. C'est un petit peu en fait. La langue en fait, même si je parle bien français pour là maintenant, c'est pas ta langue natale déjà. Et tu rates beaucoup de choses dans une conversation avec un ami. Et c'est des blagues, des petites blagues. Mais quand tu rates tout ça, il y a des choses que tu rates, tu te sens pas très incrusté. Donc là, et je me sens pas très appartenir là-bas. D'accord. C'est pour ça. Oui. Est-ce que vous avez une mauvaise expérience à nous raconter? Moi, quand j'étais arrivée en France et je devais changer de l'argent, j'avais un peu l'ira turc et puis je devais changer cet argent, je devais convertir en euros. Et je suis allée dans un bureau et je parlais pas bien français. Et comme je parlais pas bien français, je faisais la traduction et puis le monsieur qui travaillait dans le bureau, il devait m'attendre et il était impatient. Et il m'a donné un prix pour changer l'argent et j'ai dit non, c'est pas normal parce que c'est pas le prix. Donc c'est pas le prix. Et lui, il m'a fait genre, si t'aimes pas, tu peux retourner, tu as qu'à retourner dans ton pays. Et c'était une mauvaise expérience, mais après cette expérience, j'ai pas eu d'autres mauvaises expériences, jamais, non. Qu'une seule. Un souvenir que je peux raconter, après être arrivée, quand je suis arrivée en France, on est obligé d'attendre
obligée d'attendre un papier de OFI pour que je puisse passer une visite de santé. Et après, on pourrait chercher un travail, on pourrait faire d'autres choses, mais il y a un papier qui en est vraiment besoin. Et du coup, j'ai attendu 6 mois et l'endroit, normalement, l'endroit qui a dû m'envoyer, toujours pas. Du coup, j'ai passé par là. Et quand je ne parlais pas français, j'ai expliqué en anglais. Du coup, comme il avait beaucoup d'étrangères, ils avaient une raison différente. Du coup, la personne déjà parlait pas correctement, gentiment. Du coup, sa façon d'être, c'était déjà pas bien. Et comme je parlais anglais, la personne n'a pas bien compris ce que j'ai demandé. Du coup, il m'a dit, OK, reviens demain. Et reviens demain, comme ça, j'ai passé, je sais pas, 5-6 fois pour obtenir, juste expliquer, pour que la personne qui comprenne ma situation et puisse m'envoyer mon dossier à un papier, en fait. Du coup, ça a pris 2 mois, juste pour se comprendre. Du coup, c'était une mauvaise expérience et un peu décourageant. C'était... ouais. Et pour finir, une belle rencontre. En fait, j'en ai beaucoup. Donc, c'est difficile d'en choisir, je pense. Et c'est super difficile d'en choisir. Les Français, les étrangers, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et en vrai, j'avais dit que ouais, je me sentais pas super appartenir ici. Mais en même temps, j'étais super libre pour faire des rencontres et tout. Mais il y a des moments où je me disais, tous ces gens que j'ai rencontrés, et je pourrais pas ça dans mon pays, par exemple. Et je pense que si il faut choisir, je peux choisir peut-être mon coloc qui m'a beaucoup aidée. Ça, une qualité que j'apprécie beaucoup chez les Français sont super solidaires. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et lui, il m'a beaucoup aidé. Et il était super patient avec moi. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé à corriger mes papiers, mes devoirs pour l'école, pour la fac et tout. Et il m'a beaucoup soutenu. Et puis, il était il est très bel ami. Donc, voilà, je peux choisir lui. Du coup, comme civil, j'ai beaucoup de bons souvenirs et je peux raconter une. Quand c'était après 1 an, je pense, c'était difficile d'apprendre le français et à un moment, j'ai décidé de retourner dans mon pays. Et juste avant 2 mois, j'ai fait une rencontre avec une famille française. Du coup, une fois, on sort, on se discute français et les dames qui m'ont aidé de parler français. Du coup, une fois, j'ai décidé de retourner dans mon pays. Et parce que c'était ma décision. Mais la femme qui m'a convaincue que, OK, je pourrais pas te dire reste en France et toutes les opportunités qui existent là, je pourrais pas dire, mais je te donne juste, je peux demander d'être en France encore 3 mois pour cet été avec moi. On peut découvrir plein de trucs. Après, comme ça, tu pourrais avoir beaucoup de bons souvenirs de France et après, tu pourrais décider de retourner ou pas. Et du coup, là, j'ai décidé OK, rester encore 3 mois. Et la femme et son mari, on est sortis plein de visites et des musées. Ils ont expliqué chaque chose et comment on mange en France, pourquoi on mange comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de fois, on est mangé ensemble chez eux. Et vraiment sur les tables, on est cuisiné ensemble, on a vu des courses de chevaux, on a vu presque tous les musées de Paris. Et du coup,
il m'a expliqué, ils m'ont expliqué tout. On est même passé, je sais pas, on est parti pas très loin, mais on est parti de Paris. Et après 3 mois, j'ai vraiment bien compris c'est quoi la France, c'est quoi la culture et c'est quoi mon pays et qu'est-ce que je devrais faire un peu, comment dire. Même j'ai compris un peu mes valeurs et les valeurs, un peu tout ça. Donc j'ai décidé de rester en France et grâce à eux, en fait, sinon je serais pas ici, en fait. Mhm. Un petit mot pour finir? En fait, la France m'a appris, mon séjour en France depuis 3 ans et demi m'a beaucoup changé, m'a beaucoup évolué de plusieurs façons, de plusieurs manières. Donc, je suis contente d'être dans ce pays et je pense que je resterai un petit peu plus pour l'avenir. Je sais pas, mais je resterai encore un petit peu plus en France. Voilà. Oui, justement, il y a plein de trucs. Je remercie pour la France. Par exemple, la France qui m'a appris à être moi-même 100% et apprendre à respecter les autres aussi, la différence de les autres, et aussi confronter mes difficultés et passer ces difficultés. Du coup, c'est un des beaux pays que je connais. Eh bien, merci. Merci à toi. Merci. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Alors, en fin de compte, ce que nous chante Maxime Le Forestier, c'est que nous sommes tous et toutes nés d'une femme, tous humains, toutes humaines, et pourtant nous ne bénéficions pas des mêmes conditions de départ. Alors, je ne sais pas sur quel trottoir Alejandro a appris à marcher, mais nous nous sommes assis tous les deux au Good Idea pour discuter de son arrivée en France. Voici le témoignage d'Alejandro sur son arrivée en France. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Et oui, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Ça me fait plaisir de raconter un peu de mon expérience personnelle. Moi, je viens de l'Amérique latine. Je viens précisément de l'Amérique du Sud, un pays de l'Amérique du Sud qui s'appelle l'Argentine. Ça fait un certain temps que j'habite ici à Strasbourg, en France. Depuis que je suis arrivé en France, toujours j'ai habité ici à Strasbourg. Ça fait déjà 7 ans que j'habite ici. Actuellement, je travaille dans les milieux associatifs. Pour une raison ou autre, je suis fini là-bas. Je suis arrivé là-bas dans ces milieux. Et voilà. D'accord. Et du coup, quelles sont les raisons qui t'ont amené à venir en France? Et en quelle année? Enfin, il y a 7 ans, mais... Oui, en fait, moi j'avais des... disons que c'est des facteurs personnels, mais aussi des facteurs familiales. Moi, ma famille, mes cousins, tous, ils avaient déjà eu des expériences d'immigration dans le monde, pas uniquement ici, parce que j'ai des familles ici, pas des familles proches, mais j'ai 2 connus ici, en fait. Ça c'est trop lié à la migration. Hein. Vous verrez que quand quelqu'un choisit un lieu, c'est aussi très lié à un familial ou un connu qui déjà s'était établi dans les mêmes lieux. Mais bon, dans mon cas, tout s'était commencé à un moment donné dans ma vie. J'avais fini mes études et j'ai travaillé déjà chez moi. Mais je me sentais pas bien au niveau personnel, non plus le travail était un peu dur, il était mal payé, etc. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui me sont ouverts les yeux, ouverts l'esprit un peu vis-à-vis les opportunités qu'il y avait ailleurs. Donc disons que ma migration c'était un peu choisie, hein. Je n'étais pas ni forcé à quitter les lieux où j'habitais, ni rien comme ça, heureusement pour moi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ils sont ici pas parce qu'ils veulent, mais parce que c'était des circonstances de la vie qui les ont obligés à quitter son pays natal.
moi, c'était choisi. Donc, c'est important de le dire parce que vraiment, je n'étais pas ni demandeur d'asile ni rien comme ça. C'était ma décision de quitter les pays. À un moment donné, je ne savais pas quel pays. Il avait comme option les États-Unis parce que normalement, il avait une influence de ce pays. Au niveau migratoire, la plupart des gens de mon pays choisissent les États-Unis, mais bon, moi, je ne me sentais pas mal à l'aise au système économique américain, un peu les systèmes néolibéraux comme ça, trop agressifs. Donc, d'après l'expérience de mes cousins et tout ça, ils me sont motivés à venir ici. Et la France est un pays vraiment administratif. Même avant de venir ici, il y a beaucoup de démarches à faire. Hein. C'est incroyable, c'est un point un peu inimaginable pour certains Français, déjà qui sont habitués à faire beaucoup de démarches administratives, papier pour tout, machin. Croyez-moi, c'est vraiment bureaucratique, les processus. Par exemple, moi, la première chose que j'ai dû faire, c'est contacter à Campus France. Campus France, c'est une espèce d'institution au niveau international, qui aide aux gens qui voudraient faire des études en France à faire son projet professionnel. Donc, comme j'avais déjà fait ma licence en Colombie, mon objectif c'était venir ici à faire un master, mais je ne parlais pas du tout le français à l'époque. Donc, il m'a fallu d'abord m'inscrire en cours de français. Donc, d'abord, j'avais plusieurs entretiens avec une espèce d'auditrices, d'interlocuteurs de Campus France qui me posaient beaucoup de questions de qu'est-ce que je voulais faire, c'est quoi l'objectif, machin. Et tout de suite, il m'a remarqué que pour venir ici en France, il faut avoir de l'argent. Que ce n'est pas une chose pour les gens de classe moyenne comme moi, c'est plutôt pour les gens qui sont assez ou qui ont les moyens pour venir ici. Donc, comme ça passe beaucoup, parce que c'est assez courant, les gens qui viennent ici en France à faire des études, ce n'est pas forcément des gens qui sont les moyens, mais ils utilisent des méthodes pour venir ici. À l'époque, Campus France, il demandait certaines conditions pour venir ici. Certaines conditions, c'était avoir, entre guillemets, les moyens pour pouvoir venir s'installer pendant les premiers 4 ou 5 mois. Et il demandait un chiffre équivalent à, je ne sais pas, actuellement, ça fait combien ? 8 000 euros, quelque chose comme ça. Chez moi, c'était inimaginable, les 8 000 euros. Donc, ça que j'avais fait, c'était demander l'argent à beaucoup de connus, faire des prêts et tout ça pour avoir dans mon compte bancaire les 8 000 euros et justifier que j'avais les ressources pour venir ici. La deuxième chose, c'était s'inscrire à partir de ton pays. S'inscrire dans un établissement d'éducation supérieure, soit en cours de français, qui c'est pas évident. Moi, j'avais la chance qui avait une cousine qui habitait ici à Strasbourg, donc c'était elle qui avait fait les démarches pour moi. Elle parlait déjà à l'époque français et tout, donc pour elle, c'était pas compliqué. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est en Amérique du Sud, dans un pays, je sais pas, dans un pays où tu ne maîtrises même pas la même langue, et quelqu'un te dit non, il faut que vous vous inscrivez dans la université. C'est pas évident, c'est trop difficile de faire. Mais bon, j'ai eu cette chance, donc elle m'avait fait tous les processus administratifs ici de m'inscrire et tout ça, et tous les temps, je devais envoyer des papiers par email. Et bon, elle a réussi à m'inscrire sans problème à l'université pour faire un cours de français, parce qu'ils exigeaient aussi une quantité horaire. C'est pas non plus tout inscrit dans un cours et basta, non. Il faudrait au moins, si je ne me trompe pas, 20 heures, au moins 20 heures par semaine de cours, que c'est beaucoup, hein. 15 ou 20 heures, quelque chose comme ça. Juste de cours de français. Voilà, donc c'était un cours intensif en fait, qui c'est cher aussi. Donc voilà, on a fait toutes les démarches. Et la troisième condition, c'est avoir la visa, qui n'a rien à voir. Une chose c'est Campus France, et autre chose c'est l'ambassade française. Donc si on veut venir ici, il faut obtenir un visa d'étudiant la première fois. Et ça, c'est à discrétion de l'ambassade. C'est l'ambassade qui décide, qui vous convoque d'après un long processus où on doit envoyer des papiers et payer, parce que ce n'est pas gratuit non plus. L'ambassade fait une convocation à la personne pour voir si vraiment on a les conditions, entre guillemets, pour l'obtention de cette visa. Donc je me rappelle que c'était un entretien qui s'est pris toute la journée.
D'abord, il y avait une thèse. J'ai vu au moins 2 ou 3 fonctionnaires, jusqu'à les 3e, qui me posaient beaucoup de questions en boucle. Bien sûr, ça était en espagnol, hein, mais bon, qui me posaient des questions en boucle par rapport à pourquoi je voulais venir, machin. Moi, j'avais déjà, un peu grâce à l'expérience des autres gens qui étaient ici, préparé un discours, quoi. Une espèce de récit qui ça passe ici, dans l'ambassade, je veux dire. Voilà, donc ces 3 conditions, ça a pris longtemps, je pense 3, 4, 5 mois plus ou moins. Et à la fin, j'ai pu justifier les revenus. Si bien tout cet argent que j'avais eu dans mon compte bancaire, jamais je l'utilisais ici. En fait, quand j'ai eu cet argent, il m'a fallu les retourner tout de suite aux gens qui m'avaient prêté l'argent. Deuxièmement, j'avais réussi à m'inscrire à la fac, mais grâce à ma cousine qui était ici. Et finalement, j'ai obtenu la visa, donc j'avais les 3 conditions pour venir ici. Il y a un petit piège qu'ils font. L'ambassade peut te donner un visa de 6 mois ou soit un visa de plus de 6 mois. Quand ils te le donnent de 6 mois, c'est un dommage parce que quand tu te renseignes à la préfecture, tu dis bon, je voudrais renouveler mon visa et devenir titre de séjour. Et la réponse c'est clair, c'est moins de 6 mois ou jusqu'à 6 mois, la personne doit rentrer dans son pays pour demander une autre fois un titre de séjour, un visa pardon. Donc c'est un piège en fait. Moi ils me le sont donné pour 9 mois, donc heureusement ils me le sont donné comme ça, sinon probablement j'aurais pas pu réussir à rester ici. Donc voilà. Et c'était comme ça, c'était un long processus que ça a pris quelques mois et à la fin, une chose et l'autre chose, tout s'était enchaîné pour y arriver et voilà. Et je suis arrivé ici. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé l'arrivée en France? Est-ce qu'il y a encore d'autres galères derrière ou... Ah oui, tout à fait. Bon, comme je vous avais dit, normalement, quand on quitte un pays, on arrive dans un autre pays, au moins au début, on a toujours quelqu'un qui nous accueille, quelqu'un qui est connu, familial ou pas familial, ou connu d'un connu, ou quelque chose comme ça, qui nous explique certaines règles basiques et hop, après, lance-toi, c'est à toi de gérer ta vie, quoi. Bah, j'ai eu une cuisine qui, au moins, elle m'a pu accueillir quelques semaines, mais tout de suite, il voulait qu'il partait de son appart parce qu'il était avec son copain, etc. C'est normal, on était dans une petite F2, donc on ne pouvait pas vivre les 3 éternellement. Donc, ça qu'elle m'avait fait, que c'était aussi une granette, c'était de trouver une place à la résidence universitaire du Cruz. Donc, ouais, ça c'était bien parce qu'au niveau des budgets, ça n'aurais pas arrivé si tout de suite j'aurais dû prendre les privés, quoi, les logements privés, parce que nous, voilà. Dans ce sens-là, donc voilà, elle m'avait aidé comme ça, mais c'est franchement, tout de suite, dès le début, c'était compliqué parce que l'argent s'est dépensé assez rapidement. Dès une chose, une autre chose. Et avec la conversion, c'était compliqué. Hein, c'est vraiment, au début, c'est assez bordélique. Et en même temps, on n'a pas les droits à qu'une aide, en fait, à qu'une aide sociale, parce que c'est des étrangers qui sont considérés étudiants. Donc, parce que moi, je suis venu avec un visa d'étudiant. Nous, la unique aide que nous avions à l'époque, c'était la CAF, mais c'était pas beaucoup parce que comme j'étais déjà dans une résidence universitaire et entre guillemets la chambre ne coûtait pas trop cher, moi je recevais pas beaucoup en comparaison, parce que moi je me renseignais avec des autres gens. Je sais que à l'époque, hein, maintenant c'est pas plus comme ça non plus, hein, mais à l'époque je me rappelle que les gens recevaient 50% du prix du loyer, quoi, en aide. Moi, je ne recevais même pas le 30%, 20%. Et après que Macron est arrivé au pouvoir, je me rappelle qu'ils nous ont réduit à 10%, quelque chose comme ça. Et chaque fois, c'était moins et moins et moins. Donc voilà, vraiment, on avait aucune aide. Hors de les aides, comme au Resto du Cœur, des choses comme ça. C'est marrant parce qu'à l'époque, quand on allait au Resto du Cœur, c'était les étrangers. Maintenant, c'est les étudiants aussi qui vont. Hein. Ouais, c'est une petite anecdote qui me fait penser beaucoup. C'est quand Macron il a instauré les programmes Bienvenue en France, entre guillemets. Je me rappelle que beaucoup des locaux, beaucoup des Français autochtones me disaient « Ah, mais c'est normal, vous êtes des étrangers, il faut que vous payiez un peu plus. »
Je lui ai répondu à beaucoup de gens, écoutez, d'abord, ça commence avec les étrangers, hein, mais ça va être pour tous. À un moment donné, l'objectif de ce gouvernement, c'est faire payer les études et les faire payer cher pour créer plus des inégalités avec les classes sociales qu'il y a ici. Et ben voilà, tu vois, maintenant, c'était une prophétie, mais c'était normal. En fait, moi, je viens d'un pays néolibéral où tous les aides sociales étaient détruites petit à petit. Donc, voir des gens comme le président actuel, ça me rappelle beaucoup à... moi, perso, je ne l'ai pas vécu parce que ça c'était pendant les années 80 avec la tachalisation du système social autour du monde. Parce que la France, je ne sais pas, ça isolait bien pendant une période, mais à un moment donné, la néolibéralisation est venue ici aussi, et petit aussi, ils ont commencé à détruire l'état de providence. Mais bon, en Amérique latine, quand même, dans les années fin de 80, début de 90, moi, j'étais trop petit, j'étais un bébé, quoi. Ils avaient pas mal des aides sociales, comme ici. Et d'un moment à l'autre, tout s'était néolibéralisé, tout s'était devenu public, et voilà. Donc moi, je viens du pays où il faut payer. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'accès, tu n'as pas les droits, etc. Donc vraiment, c'était un peu... disons que la galère ici, c'était difficile, mais on était en hard mode, un mode difficile. Donc venir ici, c'était pas non plus si compliqué comme, je sais pas, j'imagine émigrer dans un pays néolibéral aussi. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé l'accueil par les autochtones, les indigènes de la République française? Comme tout, hein, il y a des gens, ce pays, il est trop... Une des valeurs de ce pays, c'est la solidarité, on est d'accord, et ça se sent dans beaucoup des Français, qui sont vraiment des personnes trop accueillantes, qui réfléchissent pas deux fois pour te donner un coup de main, pour t'expliquer une chose, même en petite aide comme ça. Mais aussi, il y a des gens assez... en fait, en France, le racisme, c'est assez curieux. Ici, on n'est pas raciste directement. Hein. C'est pas que je dis, sale X ou Y. Et surtout, quand on est latino, on a un goodwill. Ça veut dire on est de la bonne migration ici, entre guillemets. Hein. C'est pas comme aux États-Unis qu'on est la mauvaise. Un peu comme ça. Mais malgré tout ça, le racisme ici, c'est plus caché, plus hypocrite, si vous voyez. C'est plus à l'accès au travail, par exemple. C'est plus à l'accès au logement. Vous voyez, ils vous disent pas non, mais en même temps, ils vous écartent de certaines choses. Donc ça, c'est un type de racisme, je pense, personnellement, que j'ai vécu. C'est surtout quand j'étais en train de chercher un stage, je galérais beaucoup à cause de mon accent. C'était pas pour les capacités mentales, mais c'était que vraiment, ça fait peur. Et là... ça fait peur. Et la personne qui voulait me donner les stages, je pense qu'il me refusait à cause de ça, en fait. Et c'est dingue. C'est dingue. Donc, en fait, les racismes, entre guillemets, ça ne se limite pas à une couleur de peau, ou si c'est une couleur à une origine, à un accent, comme je vous avais dit. Parfois, j'ai la chance de passer pour l'espagnol ou pour l'italien, donc je suis bienvenu. Mais je le vois vers des autres personnes aussi, ce type de discrimination cachée. Dans certains facteurs si simples comme ça. Après, il faut dire, c'est pas la majorité. Hein, la plupart des gens sont très accueillants. Après, beaucoup de gens aussi sont... à Strasbourg quand même, je ne peux pas dire ailleurs. Mais à Strasbourg, beaucoup de gens sont assez accueillants parce que si, ils ne viennent pas d'ici. Donc, il y a des facteurs de solidarité. Et ça, c'est bien, je trouve. Mais en général, je dirais que ça va pour moi. Que ce n'est pas le cas pour tous. Hein. C'est pas, je peux dire, même des latinos que je connais qui sont pas mal traversés à cause de certains facteurs. Moi, comme je t'ai dit, moi je pense que c'est un peu l'accent qui peut poser problème. Mais physiquement, je peux passer, hein, ça n'a pas de problème. Les gens physiquement disent, l'espagnol, ça va, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens, pour son couleur de peau aussi, ils me sont dit qu'ils se sont déjà sentis discriminés ici. Donc voilà. Ah ouais. Et du coup, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé ta place dans notre société? Pour l'instant, je dirais oui et non. J'ai eu la chance de trouver des gens extraordinaires qui me sont fait sentir comme français même, je dirais parfois. Je dirais qu'en partie oui, parce que je peux plus ou moins me stabiliser, si bien c'est pas totalement fait. Parce que moi, je galère beaucoup dans la partie administrative. Je n'ai pas la nationalité encore.
Et ça, c'est galérique. Chaque 3-12 ans, qui commencent à te demander un tonne de papiers pour justifier pourquoi tu dois rester ici, comme si ça ne suffisait pas que je suis ici depuis 7 ans, que je travaille, que je paye des impôts, etc. Apparemment, ça ne suffit pas. Il faut que je justifie pourquoi je dois rester ici chaque période de temps. Et ça peut être un peu embêtant. Donc ça, je pense que ça, c'est la partie qui me dit, ça ne me donne pas la place. Je pense qu'au moment que je réussirai la naturalisation, là, je dirais oui, je me sens 100%. Mais en même temps, oui, je pense que c'est parfois oui, parfois non, ça dépend de où je suis, dans quel milieu je suis. Je sais pas, parfois, ça dépend aussi des gens que j'ai pu fréquenter. Je sais pas, c'est beaucoup de facteurs, mais en général, je dirais oui. Ma réponse sera oui, j'ai pu trouver ma place ici. Et ça que je trouve génial ici, c'est que n'importe qui peut la trouver. Si est-ce qu'on les donne l'opportunité de le faire. Hein. Parce que moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de moyens pour réussir ça qu'on veut. Mais aussi, il y a beaucoup de barrières qu'on met, surtout aux étrangers, pour certaines conditions, pour venir de tel pays ou pour venir de telle façon. Donc, à mon avis, il y a les opportunités, hein, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est pas ouvert à tous. Moi, je dirais, j'ai eu la chance jusqu'à présent de les avoir. Donc, voilà. Du coup, peut-être, est-ce que tu as une mauvaise expérience que tu as vécue à nous partager vis-à-vis de ton insertion ou de ta vie en France? Comme je t'ai dit, je pense que les expériences plus embêtantes que j'ai eues, c'était vis-à-vis de mon employeur. Je sais pas, je sens que parfois il me considère un sous-salarié qui peut faire ça qu'il veut parce que moi je suis étrangère et moi ça... Après c'est mon impression, hein, mais il faut le dire. Mais parfois je sens ce type de mauvaises impressions. Et j'ai vécu personnellement une situation assez triste. Moi j'étais dans un poste qui me plaisait beaucoup, où je maîtrisais assez bien, où j'avais trouvé ma place, j'étais 100%... mon rythme de travail était 100%, ça fluait totalement bien vis-à-vis les partenaires, vis-à-vis tous. Et bon, mon employeur il a choisi mes muter, c'est ma décision dans notre établissement qui ne correspondait pas à mes objectifs, on va dire. Et c'était une question un peu faite parce que c'est l'étranger, je l'ai trouvé comme ça. Mais après, c'est mon impression, je ne peux pas ni confirmer ni refuser ça que je veux dire. Je pense que c'est l'unique expérience que j'ai eue un peu traumatisante ici. D'accord. Et un exemple de belle rencontre? Des belles rencontres? Par exemple, moi, j'ai eu l'opportunité par exemple, les milieux associatifs, je dirais. Actuellement, je suis membre d'une association où tout le monde a des origines différentes. Et vraiment, c'était trop accueillant voir ça, je pense. C'est la caresse? Oui, c'est la caresse. C'est la caresse, c'est ça. Oui, non, en fait, ouais, voilà, la caresse, c'est vraiment au lieu qui m'a permis de trouver ma place. Me trouver moi-même aussi et me faire valoir comme je suis. Donc ça, c'est vraiment des moments bienveillants. Et en fait, c'était fait pour pas forcément des Français, en fait. C'est des étrangers. Si bien dans l'association, il y a plein de Français. Hein. C'est beaucoup des étrangers qui se sont installés ici. C'est ce type de solidarité, ça. Je trouve, en fait, je pense que c'est touchant pour moi, dans le sens que voir reproduire dans les étrangers les valeurs des Français, ça veut dire que l'intégration, ça marche. Je pense que c'est ça qui me touche de ça. C'est vraiment beau voir les étrangers défendre les valeurs des Français comme telles, parce qu'ils les sont à la fin. Voilà, parce que Français, moi je dis Français, on peut naître, mais on peut aussi devenir. Si on est d'accord, dans ce sens d'accord avec les valeurs du pays, si vraiment on a envie de se sentir français, on peut le faire. Après, est-ce que les Français autochtones les considèrent comme tels? Ça, c'est un autre grand débat. Ah ouais. Et du coup, je crois savoir que tu travailles dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile.
Et pour les demandeurs d'asile en ce moment, ça se passe comment quand ils arrivent en France? Bon, j'ai travaillé avant de toute la situation de la guerre en Ukraine, donc je ne peux pas vous dire comment ça passe actuellement. Si bien ça se sentait que ça aurait posé problème, parce que voilà, accueillir des gens, c'est pas évident. Bon, actuellement, c'est assez... On va dire actuellement, mais avant la guerre en Ukraine. Ouais, ok. Avant la guerre en Ukraine, il y a des choses positives et des choses moins positives. Vous savez, il y a un système en Europe qui distribue les demandes d'asile. En fait, c'est la procédure Dublin. Je ne sais pas si pour les auditeurs ils connaissent bien, mais bon, je vais expliquer rapidement. La procédure Dublin, c'est une procédure qui s'applique dans tous les pays membres de l'Union européenne. En fait, quand un demandeur d'asile arrive aux côtes européennes, il peut faire la demande d'asile qui est dans les premiers pays où il prend ses empreintes, d'accord. Donc la plupart des gens arrivent à pied ou par bateau, ça veut dire les pays côtiers de l'Union européenne sont les pays qui reçoivent plus de demandeurs d'asile. Donc en théorie, avec la procédure Dublin, ça les concerne qu'à eux de faire la demande, mais ils sont submergés de demandes. Donc je le dis pour des témoins qui me disent les mêmes demandeurs d'asile, Dublinais. Donc ça qu'ils font, c'est refouler les gens, ils les font monter ici, voire ailleurs, plus au nord, surtout l'Allemagne, qui c'est les pays plus préférés pour les demandeurs d'asile, il faut le dire. C'est pas la France, les premiers pays qui les demandeurs d'asile préfèrent aller en Allemagne. Hein. C'est pas la France sa destination préférée. Bon. Et une fois qu'ils se trouvent là-bas, dans ces pays... Parce que l'Allemagne a la réputation de mieux accueillir les gens Oui, selon eux, l'Allemagne permet plus facilement l'intégration économique aux étrangers. Ça ne prend pas autant de temps. Et une fois qu'ils sont la condition de réfugiés, comme je répète, c'est témoin, c'est pas moi, je ne connais pas. Apparemment, dès qu'ils sont la condition de réfugiés, ils ont les cours intensifs d'allemand, ils ont les droits à s'inscrire tout de suite dans une formation qui décroche un travail. Donc, en général, ils sont dans 1, 2, 3 années, ça dépend de la personne per se, mais ils sont déjà avec un travail. Vous voyez, et c'est pas la même chose ici en France. Hein. Il faut le dire, en France, l'accueil des réfugiés, l'intégration des réfugiés, c'est un gros problème à solutionner ici. Bon, bref. Les procédures Dublin, alors, c'est ces gens qui voulaient faire la demande, par exemple, ici en France, mais ça ne correspond pas parce que vraiment, ils devraient les faire dans l'autre pays. Donc, ils seront hébergés ici temporairement pendant les États membres. La France et l'autre État membre de l'Union européenne décident qui doit vraiment prendre en charge la demande d'asile. Et ça peut prendre 6 mois, 7 mois. Et normalement, ça finit pour un arrêté de transfert qui oblige à la personne à rentrer dans l'autre pays de l'Union européenne. Et normalement, il refuse parce qu'il ne voudrait pas. Donc, en gros, c'est un processus de tramitologie long qui fait que la personne perd son temps, 1, 2, 3 ans, pour pouvoir même faire la demande d'asile. Donc, c'est vraiment un gros problème en Europe. Mais bon, c'est un problème qu'il faut résoudre parce qu'il n'y a pas de quotas actuellement en Europe pour l'acceptation des demandes d'asile. Déjà, ça c'est le premier problème. Et en même temps, c'est bizarre de poser un quota pour les demandeurs d'asile parce que ceux qui font une demande d'asile, ce sont des gens qui sont en danger. Donc on peut pas se dire on va prendre ceux-là parce qu'ils sont un petit peu moins en danger et puis ceux-là parce qu'ils sont un peu... Ah non, je veux dire des distributions des demandes parce que la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la Bulgarie ne peuvent pas prendre toutes les demandes. Hein. Oui. Parce que c'est eux qui le font. Hein. C'est eux qui acceptent toutes les demandes d'asile au début. L'Italie aussi. L'Italie aussi, voilà. En fait, c'est Espagne, l'Italie, la Grèce, la Bulgarie. La Bulgarie a beaucoup des Afghans qui traversent par là pour rentrer à l'Union européenne. La Roumanie et j'ai oublié actuellement. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ces pays-là qui sont plus des demandes d'asile. Et bon, les demandeurs d'asile racontent, c'est pas évident. Hein. Ils arrivent, c'est pas qu'ils les reçoivent avec un câlin. Hein. Ils sont dans des centres de rétention pendant des mois pour vérifier vraiment qu'ils sont les personnes qu'ils disent être. Parce que beaucoup de demandeurs d'asile rentrent sans passeport ni rien. Donc, c'est pas qui sont. Donc, la police fait des enquêtes, blablabla. Mais il reste des mois et des mois jusqu'à un jour
je répète, c'est des témoins, des demandeurs d'asile qui me disent ça. Jusqu'un jour qu'il a dit la police, bon, vous voulez aller où? Et comme ça, vous voulez aller à quel pays? Parce qu'ici, vous ne voulez pas rester, hein. Bah, quand même, en Bulgarie, ça passe beaucoup. Ah, je sais pas, on est en Allemagne. Ok, casse-toi. Il les sort comme ça, et à sa sort, il les laisse aller et se balader jusqu'à qu'il arrive en Allemagne pour ses propres moyens. Et voilà, et ça, c'est les jeux de la procédure Dublin. Parce qu'ils vont arriver en Allemagne et les Allemands vont dire non, mais vous êtes accueillis en Bulgarie, donc il faut que vous rentrez en Bulgarie, vous faites votre demande d'asile là-bas. Et la personne ne veut pas, donc voilà, c'est assez compliqué. La demande d'asile, c'est un sujet assez complexe actuellement. Mais au niveau de la France, au niveau de Strasbourg, au niveau des milieux associatifs qui s'en chargent de l'accueil des demandeurs d'asile, ils font le mieux. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Les gens sur le terrain, ils font le mieux. Ça je vous rassure. Hein. L'accueil, la réception, l'écoute surtout. Je pense que les gens les gens qui travaillent sur le terrain sont des gens assez soudés et assez compromis dans ces démarches-là. Au niveau des financements, la LOFI qui paye. Ils payent une partie des logements de ces personnes. Et les conditions sont acceptables, je dirais. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Après, le problème, c'est les places. Il n'y a pas assez de places. Et beaucoup de demandeurs d'asile viennent ici sans une place forcément pour eux. Et là, les centres d'hébergement, la priorité, c'est des gens malades, les familles, les femmes enceintes. Donc, les hommes isolés, normalement, se vont trouver dans la rue ici à Strasbourg. Et si bien, légalement, ils ont le droit d'avoir un hébergement pendant sa demande d'asile. Ça prend un peu de temps, donc c'est pour trouver un mois, 2 mois dans la rue, et après, ils sont envoyés dans certains hébergements. Et Oui, je sais aussi que c'est encore... c'est à peu près aussi problématique pour les mineurs isolés, qui ne sont pas forcément considérés comme des mineurs... à certains moments parce que pour des raisons X ou Y en fait, et que eux aussi se retrouvent à la rue et sans abri, sans hébergement. Ouais, moi je connais des mineurs isolés, mais c'est vraiment notre problème assez compliqué ici. Ouais. Et du coup, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui disent que les étrangers, quand ils arrivent en France, ils ont droit à tout. Non, c'est pas vrai. Un demandeur d'asile, il y a pratiquement... Après, on peut peut-être aussi faire la différence entre le demandeur d'asile et juste les personnes qui ont migré pour d'autres raisons. Oui, en fait, il faut... la migration, tel que phénomène, c'est un phénomène naturel qui passe partout et qui c'était passé avant et ça passe maintenant et ça passera lendemain. Déjà, la France, c'est un carrefour de migration. Hein. Ici, tout le monde qui s'appelle français, il y a au moins une origine étrangère. Hein, dans certains, si on voit son arbre généalogique, on va trouver toujours un étranger. Parce que la France, toujours, est envahie par plusieurs cultures, par plusieurs... Bon, bref. Actuellement, l'Organisation mondiale de migration... Il parle de 3 types de migration, de 2 types de migration. La migration économique, entre guillemets, et la migration forcée. La migration économique, c'est les gens comme moi, par exemple, qui ont fait la décision consciemment de quitter notre pays pour trouver un meilleur avenir ailleurs. Voilà. Donc moi, par exemple, pour venir ici, il me faut demander un permis de séjour. Ça qu'on appelle les titres de séjour. Donc, une procédure à faire et pour ça, je suis venu avec mon visa, etc. Après, il y a ceux qui s'appellent la migration forcée, qui sont des gens qui sont obligés à quitter, qui sont forcés à quitter son pays pour X ou Y et ils viennent ici à cause de ces flux migratoires pour trouver un meilleur avenir ici, hein, parce qu'ils choisissent l'Europe, parce que c'est ça qu'ils entendent quand ils commencent à migrer. C'est que là, ici, il y a des opportunités, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'une migration forcée, il n'y a pas une migration économique. Hein. Il y a des gens qui choisissent quitter son territoire à cause d'un suivi de violences, etc., etc. Mais aussi parce qu'ils voudraient trouver un meilleur avenir ailleurs. Hein. Ce n'est pas non plus que pour ça. Alors, les demandeurs d'asile sont les gens qui viennent ici pour avoir la condition de réfugié. La condition politique de réfugié, ça veut dire pour avoir les droits à rester dans un pays sous la protection de ce pays-là s'il remplit une des conditions de la Convention de Genève.
Donc voilà. Donc demandeur d'asile, c'est toute personne qui se présente ici et dit je voulais demander l'asile, mais réfugié c'est une autre chose. Parce que parfois les gens disent que réfugiés dans la TV, ils sont arrivés 40 réfugiés dans un bateau. Non, c'est pas vrai, c'est 40 demandeurs d'asile. Parce qu'officiellement, si c'était 40 réfugiés, donc voilà, ils pourraient s'installer sans problème. Hein. C'est 40 demandeurs d'asile. Donc voilà. Donc la différence, c'est que quand on est demandeur d'asile, on a presque rien de droits non plus. Hein. Si déjà, quand on est ici avec un titre de séjour, on a certains droits à certaines choses, on n'a pas les droits à certaines aides. Hein. Ça ne veut pas dire que les aides sont réservées pour les Français ou voire les Européens, ça, la plupart. Cependant, il y a certaines choses qu'on a les droits tous, parce que ça fait partie de l'État, des droits de l'État. C'est comme par exemple la santé. Mais même la santé, hein, les demandeurs d'asile n'ont pas les droits à un mutuelle, un accès à la santé, ou à une assurance maladie, ou quoi qu'il soit. Ils n'ont pas les droits automatiquement. Il faut qu'il attende 3 mois de séjour ici en France, qui justifie 3 mois de séjour pour avoir ces droits. Par exemple, moi, quand je suis venu non plus, moi, je devais avoir une mutuelle privée. Je payais une assurance privée au début, comme étudiant. Jusqu'à que j'ai eu un certain âge, mais il faut attendre jusqu'à un certain âge pour pouvoir changer à la CMU, par exemple. Mais ce n'est pas automatique, hein. Ce n'est pas qu'on arrive et on a tous les droits. Donc, c'est un peu exagéré de dire que les étrangers touchent tous les aides et tout ça, parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, s'il parle par rapport aux logements sociaux, les logements sociaux, la loi c'est clair. Il n'y a aucun facteur de 6. En fait, les logements, c'est attribué en fonction de la disponibilité et les besoins de la personne qui postule. Donc, voilà. Et normalement, ces personnes qui postulent, ils ont les droits de rester ici. Ils sont déjà des personnes naturalisées ou avec un titre de séjour. Les demandeurs d'asile, ils n'ont pas les droits, par exemple, ce type de demande. Par contre, ils ont les droits en hébergement. Donc, voilà. D'accord. Du coup, ça permet aussi à un moment de péter un certain nombre d'idées reçues qu'on entend un peu à droite à gauche. Et puis, voilà. Un petit mot pour finir ? Je pense qu'on... je sais pas quoi dire. Je pense que la migration, c'est un phénomène assez intéressant et qu'il ne faut pas caricaturiser, je pense. Si les auditeurs ne connaissent pas des étrangers ici, il ne faut pas les caricaturiser. C'est pas parce que, je sais pas, je l'ai dit pour mon expérience personnelle, c'est pas parce qu'on vient de tel lieu, on est de cette façon et basta. Hein. Je pense qu'on est assez complexe aussi et chaque migrant ici a une raison d'être. Et voilà, je pense que la meilleure façon d'intégrer les étrangers, c'est les considérer comme êtres humains et comme c'est des invaseurs ou quoi qu'il soit. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Et sinon, je pense que le pays, c'est un pays assez accueillant. Ça fait partie de l'ADN des valeurs de la France. Oui, voilà, la solidarité, ça fait partie et ça se voit partout. Donc voilà. Ok, merci. Je t'en prie, merci beaucoup. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Et comme nous le dit Louis Chédid avec sa chanson Tu peux compter sur moi, eh bien tu peux compter sur moi quand tu arrives en France, sur moi, sur toutes les personnes et sur toutes les associations qui sont prêtes à accueillir toutes les personnes qui sont en difficulté et qui migrent. Alors ces associations, ces personnes hurlent moins fort que les pourvoyeurs de haine, mais ils sont là et elles sont là pour celles et ceux qui arrivent. Il paraît aussi, pour une dernière chose, qu'Einstein a donné une définition à la folie. Pour lui, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. On peut se demander, du coup, comment on peut penser à faire les choses différemment si on s'empêche de penser autrement. Parce que penser autrement, c'est déjà vouloir faire autre chose. Comment dès lors penser autrement si on rejette les autres, tous les autres modes de pensée, les autres cultures, les autres personnes? Alors vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour répondre à cette question et écoutez aussi notre prochaine émission la semaine prochaine, même jour, même heure. Nous accueillerons dans les studios l'association Sol Imal et le président de l'ARES pour parler de leur travail et de leur de ce qu'elles font. Alors donc à la semaine prochaine, même jour, même heure,
pour prendre rendez-vous avec le monde et la caresse. Voilà, au revoir. Thank you.